37,5%. C'est le taux d'accident de décompression mesuré dans cette étude quand un plongeur remonte avec une saturation trop haute. Presque une plongée sur deux. Dan Europe vient de publier la plus grande étude jamais réalisée sur les accidents de décompression en plongée récréative. Ils ont analysé quasi 128 000 vraies plongées effectuées par presque 6 000 plongeurs et plongeuses. C'est pas une étude en laboratoire, c'est pas des militaires en caisson hyperbare, non, c'est vous, c'est moi, ce sont les gens de nos clubs. Certains résultats sont exactement ce qu'on attendait, par contre d'autres sont beaucoup plus surprenants. Et l'un d'eux, en tout cas pour les plongeurs français, mérite qu'on s'y arrête vraiment. Je vais pas vous dire de vous abonner au compte, de liker, de commenter ou de partager cette vidéo, mais vous pouvez le faire, ça fait toujours plaisir. Voilà, je l'ai dit. Le facteur numéro 1 à prendre en compte pour les accidents de décompression, c'est à quel point vos tissus sont encore chargés en azote au moment exact où vous atteignez la surface. Et la progression des chiffres, elle est vertigineuse. Quand la saturation est basse, quasi aucun accident. Entre 0,8 et 0,9, il y a à peu près 0,72% de risque. Ça semble peu jusque-là. Entre 0,9 et 1, il y a 3,3% de risque. Là, on vient de multiplier directement le risque 5. Au-delà de 1, c'est 37,5% de risque. Presque une plongée sur deux, c'est un peu vertigineux. Ce qui réduit en fait le niveau de saturation, c'est votre décompression. La profondeur, la vitesse de remontée évidemment, et le temps passé à 5 mètres avant de sortir de l'eau. Et c'est là que je vais dire quelque chose qui concerne spécifiquement les plongeurs et plongeuses français. En France, ce que partout dans le monde on appelle le palier de sécurité, en France on l'appelle le palier de principe ou le palier de confort, ça dépend. C'est un peu comme si c'était symbolique, comme si c'était facultatif, presque un geste de politesse. Après vous, non, je vous en prie, après vous, après vous. Donc on a vraiment transformé ça. L'impression que ça donne, c'est que finalement ça n'a pas vraiment d'utilité. Mais en vrai, ce glissement de vocabulaire, il a une histoire précise. Avant, il s'appelait vraiment le palier de sécurité en France aussi. Quand on connaît ce glissement de vocabulaire, on comprend mieux pourquoi il est si difficile de faire changer certains comportements. Je vous explique. Avant, il y avait les tables GERS 65. Et là, ce palier, il s'appelait bien palier de sécurité pour tout le monde. En plus, il était imposé systématiquement. Puis la FFE-SSM, ils ont adopté les tables MN90, MN90. Et ces nouvelles tables, elles ont officiellement supprimé ce palier obligatoire. Mais le problème, c'est que si les tables disent qu'il n'est pas obligatoire, comment justifier encore de l'appeler palier de sécurité? Et la solution qui a été trouvée, c'était de changer de nom. Donc on l'a appelé palier de principe, puis de confort, en fait pour lever l'ambiguïté pédagogique entre ce qui était obligatoire et ce qui était recommandé. Honnêtement, sur le papier, le raisonnement, il est cohérent. Mais le fait d'avoir changé le mot, ça a aussi changé sa perception, évidemment. Et c'est là que c'est devenu un petit peu... on le fait si les conditions s'y prêtent, puis si on a le temps, puis finalement, un palier qu'on peut abréger, après tout, s'il fait beau, autant se retrouver vite fait à l'apéro. Pendant ce temps, dans les autres langues, en anglais, en allemand, dans tous les cursus internationaux, on retrouve la même chose. Safety stop ou Sicherheit stop. Désolé si j'ai un peu écorché le mot. Ça veut dire arrêt de sécurité. Et les ordinateurs vendus dans le monde francophone, ils mentionnent bien eux-mêmes le safety stop, donc sur leur écran. C'est le même appareil partout. Pourtant, il y a deux messages qui sont contradictoires. Aussi, je précise qu'en Belgique, on appelle bien ça le palier de sécurité et pas le palier de principe ou de confort. Avec 37,5% d'accidents au-delà du seuil critique, et ce palier qui est précisément le moment où ce seuil redescend, c'est plus vraiment un problème de terminologie en fait, c'est carrément un problème de sécurité.
5 minutes à 5 mètres, ça devrait être la norme. Pas 3, 5. Et puis après, vous remontez du palier aussi lentement que vous descendez. Enfin, vous remontez lentement parce qu'il y en a qui descendent vraiment très très vite. Parmi tous les facteurs de risque qui ont été identifiés par cette immense étude de Dan, il y en a un qui m'a vraiment arrêté. Alors, c'est pas parce que je le suspectais pas, non, mais c'est parce que voir ce chiffre noir sur blanc avec près de 128 000 plongées analysées, ça m'a fait autre chose. Le sexe féminin est le deuxième facteur de risque indépendant le plus puissant de toute l'étude. Vous imaginez, juste après la sursaturation elle-même. Les femmes, elles représenteraient 1,25% des accidents en plongée récréative. Les hommes, 0,38%. Après neutralisation de tous les autres facteurs comme la profondeur, la durée, les mélanges gazeux, la fatigue, tout ça, les chercheurs y calculent que oui, les femmes ont 4 fois et demi plus de risques de faire un accident de décompression qu'un homme pour une même plongée. C'est dingue, non? 4,63. C'est le chiffre exact. C'est presque 5 fois plus. Et c'est pas une question de technique ou de prudence ou quoi que ce soit. Les mécanismes biologiques, ils sont encore à l'étude. Mais la différence, elle est là, elle est documentée, elle est chiffrée. Est-ce que votre ordinateur de plongée, il sait ça? Est-ce que votre formation en a parlé? Est-ce que votre moniteur l'a mentionné dans un briefing? Non, forcément non. Je vais consacrer la semaine prochaine une vidéo entière à ce sujet. Je mettrai forcément le lien dans la description de celle-ci aussi. Et je vous invite à prendre connaissance de ça. Vous allez voir, c'est assez fondamental et ça doit modifier nos comportements dans les palanquets. Deux autres résultats qui vont complètement à l'encontre de notre intuition, Le premier, ce sont que les plongeurs fatigués, ils font moins d'accidents. Oui, c'est surprenant, mais ceux qui se déclaraient épuisés avant la plongée, ils avaient environ 70% moins de risques que ceux qui se sentaient en pleine forme. Alors, évidemment, c'est pas parce que la fatigue protège biologiquement, non. Mais c'est plutôt parce que quand on ne se sent pas bien, on fait plus attention. On surveille son ordi, on va plonger moins profond, on va remonter plus lentement, on va pas gratter 3 mètres de plus. Quand on est en forme, au contraire, on se sent bien, les binômes, les vacances, la mer qui est belle, on relâche et on raccourcit mentalement un peu le palier ou on remonte un peu trop vite parce que tout va bien et qu'on est pressé de se retrouver en surface où c'est très joli aussi. Mais en vrai, la prudence, elle devrait pas être réservée aux mauvais jours. Elle devrait être là tout le temps. La deuxième chose, c'est que se sentir confortablement thermiquement augmente le risque. Oui, ça c'est complètement contre-intuitif, surtout pour moi qui suis une grande frileuse. Les plongeurs qui avaient chaud avaient significativement plus d'accidents que ceux et celles qui avaient froid. La chaleur, elle dilate les vaisseaux. Elle augmente au débit sanguin, les tissus absorbent plus d'azote, oui, et donc il faut l'éliminer, il y en a plus à éliminer à la remontée. Vos plongées en eau chaude, les plus belles, sont peut-être en fait celles qui demandent le plus de rigueur. Et pendant qu'on parle d'accumulation, il y a un facteur que je ne peux pas passer sous silence forcément, parce que je sais que ça concerne beaucoup d'entre vous. Il s'agit de la charge de travail pendant la plongée, ou autrement dit, l'effort que vous allez faire pendant la plongée. Dans l'étude, les plongeurs et plongeuses qui déclaraient avoir travaillé fort sous l'eau, nager contre un courant, palmer sans s'arrêter pour tenir un cap, tracter quelqu'un ou du matériel, quelque chose comme ça, ils avaient, accrochez-vous bien, 61% de risque en plus d'avoir un accident de décompression par rapport à ceux qui avaient fait une plongée tranquille. C'est pas rien. Pourquoi c'est si problématique? Quand vous forcez sous l'eau, votre circulation sanguine, elle s'accélère et vos tissus, ils sont davantage perméables à l'azote. Et donc, ils vont absorber plus d'azote pendant la plongée, bien plus que si vous vous laissez dériver tranquillement en profitant du spectacle. Plus d'azote absorbé pendant la plongée, évidemment, ça veut dire plus d'azote à devoir éliminer lors de la remontée.
normal. Et si votre déco, elle compense pas cet excès, les bulles se forment. Ça, c'est quand même problématique. Ok, je suis d'accord, c'est pas intuitif. D'ailleurs, on associe souvent l'effort à la robustesse, à la forme physique. Ouais, moi, je suis un bonhomme. Voilà, mais en fait, physiologiquement, sous l'eau, forcer, ça coûte très cher à tout le monde. Ce que cette étude Giga de Dan, elle nous dit concrètement, c'est si vous avez fait de l'effort pendant votre plongée, compensé par une décompression encore plus soignée, des paliers plus longs, une remontée plus lente, et prenez en compte aussi cette fatigue physique dans votre évaluation avant la prochaine plongée. Concrètement, le courant était fort aujourd'hui, ok, restez 2 minutes de plus à 5 mètres et profitez du spectacle. C'est exactement ce que les données de l'étude recommandent. Je vous raconte l'histoire de Philippe. Philippe, c'est un plongeur expérimenté, il a à peu près 500 plongées au compteur, il fait un accident de plongée dans une croisière au 4e jour. Son profil est très raisonnable, les paliers respectés, l'ordi toujours dans le verre, pas de souci. Et quand on reconstruit l'histoire avec lui, on voit qu'il y a beaucoup de chaleur, pas assez d'hydratation, un courant difficile, une nuit qui est courte aussi. Donc voilà, c'est toutes des choses qui ont provoqué sans doute l'accident. Parce qu'en fait, aucun de ces éléments seuls n'aurait sans doute suffi. Dans l'étude, ce qu'on voit, c'est que c'est la combinaison qui a fait basculer sûrement la balance. Je vous avais parlé de ça en fait dans mon article sur la suite d'erreurs à ne jamais faire. Donc oui, sur mon accident de décompression que j'ai eu il y a il y a beaucoup d'années. Et effectivement, c'était aussi une suite de plein de facteurs, une accumulation qui ont sans doute provoqué cet accident qui aurait pu avoir des conséquences graves. Je vous mets le lien en description. Mais il y a aussi un risque que les ordinateurs de plongée ne voient pas et que en général, c'est que votre risque, il ne se réinitialise pas à 0 chaque matin. Après 5 jours de 2 plongées, 3 plongées, 4 parfois par jour, votre corps il est dans un état de sursaturation, c'est chronique. La plupart des ordinateurs de plongée, ils gèrent très bien les plongées répétitives sur 24 ou 48 heures, mais ils ne capturent pas l'effet cumulatif d'une semaine entière. L'étude de Dan, elle nous donne un chiffre très intéressant. Chaque heure supplémentaire en surface, entre 2 plongées, réduit le risque de 4%. C'est énorme. Alors c'est peut-être pas spectaculaire sur 1 heure, mais sur une journée bien organisée, ça s'accumule dans le bon sens. Et les plongeurs qui font plusieurs plongées en série, ils montrent un risque, c'est aussi contre-intuitif, légèrement décroissant au fil des jours. On va pas dire que c'est parce que le corps s'adapte, non, mais parce qu'il plonge certainement instinctivement plus prudemment quand il sent que la fatigue va s'installer. C'est le même mécanisme comportemental que le paradoxe de la fatigue. La vigilance naturelle, elle va prendre le relais sur le reste. Je me rappelle un moniteur de plongée qui, au 4e jour, disait systématiquement à son briefing ceci. Il disait, vos corps, ils ont accumulé déjà 4 jours d'azote. Plongez avec la prudence du 1er jour et pas avec l'ego du 10e jour. Honnête, franchement, les gens, ils souriaient toujours, hein. Il y avait toujours des rires un petit peu jaunes, là, parce qu'en vrai, tout le monde se reconnaissait un peu là-dedans. Il y a 2 règles simples que cette étude, finalement, elle confirme pour les semaines intensives. Une journée de pause au milieu, pas à la fin de la semaine, quand les dégâts, ils sont déjà potentiellement là, non, au milieu. Et le dernier jour, avant l'avion, minimum 18 heures, évidemment, après votre dernière plongée répétitive. C'est la recommandation officielle de Dan. Elle n'est pas là pour vous embêter, mais elle est là pour vous protéger. Et on voit sur les croisières qu'il y a des gens qui plongent encore le matin et qui prennent l'avion même pas 12 heures après, quoi. C'est votre santé, évidemment, vous êtes des adultes responsables, vous allez faire ce que vous voulez, mais les recommandations, elles sont là pour vous protéger. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Eh bien, 7 choses concrètes à changer, mais dès votre prochaine plongée. La première, c'est le palier de sécurité. 5 minutes à 5 mètres. Pas 3, 5. C'est pas un palier de principe ou de confort, c'est vraiment un arrêt pour votre sécurité.
Remontez du palier après bien lentement jusqu'à la surface. Et ne faites pas « ok c'est fini, boum je remonte ». Non, vous remontez le plus doucement possible également. La deuxième chose, c'est de vous hydrater. 500 ml d'eau avant chaque plongée, après aussi. Par grosse chaleur, vous pouvez franchement doubler le volume. C'est simple, c'est gratuit, c'est efficace. La troisième chose, c'est le conservatisme. Passez votre ordi sur le réglage le plus conservateur. Alors effectivement, ça allonge légèrement les paliers. Mais en vrai, c'est exactement ce qu'on cherche. Il y a des gens, ils sont stressés, ils vont voir « Ah, j'ai un palier de sécurité, j'ai un palier obligatoire, j'arrive à 1, 2 ou 3 minutes » parce qu'ils auront durci leur ordinateur. Mais en fait, ça va juste les empêcher de remonter trop vite. Concernant les intervalles de surface, chaque heure supplémentaire en surface réduit vos risques d'accident de 4%. Ne vous précipitez pas, de toute façon, le site il sera encore là l'heure suivante. Le cinquième point, c'est la semaine intensive. Faites une pause si vous pouvez au milieu de la semaine et pas à la fin. Profitez-en, sur les bateaux de croisière, il y a parfois des jacuzzis, profitez-en pour lire, profitez-en, même si vous voulez pas louper toutes les plongées, par exemple zapper celle de l'après-midi, du mercredi ou du mardi, comme ça vous laissez votre corps se reposer et désaturer. Et le quatrième jour, rigueur du premier jour et pas l'ego du dernier. Le sixième point, c'est l'avion, 18 heures minimum après la dernière plongée répétitive avant de monter en cabine. Ne négociez pas là-dessus. Si vous êtes une femme, passez d'office votre ordinateur en mode conservateur par défaut. Votre profil de risque biologique le justifie. Vous allez voir dans la prochaine vidéo consacrée, c'est vraiment très important. La maladie de décompression, c'est pas une loterie, c'est un résultat finalement assez prévisible et quelque part évitable aussi. C'est une accumulation de facteurs que vous pouvez, pour une grande partie, contrôler. Les 128 000 plongées de cette étude de Dan, elles ont été enregistrées par des plongeurs et plongeuses qui avaient choisi délibérément de partager leurs données avec Dan. De manière anonyme, évidemment, elles ne seront jamais publiées dans la recherche. Si vous voulez en faire partie, vous pouvez, le programme DSL est gratuit, il est ouvert à tout le monde et je vous mets le lien en description. L'article complet et toutes les sources aussi sont en description évidemment. La vidéo sur les femmes, elle va arriver et parce que évidemment le chiffre de 4,63, ça mérite vraiment qu'on s'y attarde. La plongée, c'est du plaisir, prenez soin de vous, restez safe et puis surtout, pensez à être heureux, heureuse, sous l'eau et en surface aussi.